en 1986. Avant de le retrouver dans un instant face à Jean-Marc Morandini, voici le récit de son incroyable évasion. « 1986. André Belaïch, dont le nom est souvent associé au gang des postiches, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 12 ans. Quand un beau jour d'été 1986, les carabiniers italiens l'arrêtent pour une affaire de faux papiers. Le 5 août, il est incarcéré à la prison de Rebabbia, à Rome. C'était impossible de s'évader, quoi. C'était entouré de murs qui... Derrière ce mur, il y avait une route avec des tanks à chaque point de la prison. Derrière cette route, il y avait un autre mur de 10 mètres de barbelés. Et après, c'était des champs. Donc il n'y avait aucune solution d'évasion. Pourtant, André Belaïch sait qu'il peut compter sur des amis fidèles et déterminés qui, comme lui, ont tout prévu pour s'évader s'il venait à se faire arrêter. Je me suis évadé avant même d'être arrêté. On prépare son évasion avant de se faire arrêter parce qu'on sait qu'on va se faire arrêter. Tôt ou tard. Donc les grands délinquants s'évadent avant même de se faire arrêter. C'est prêt, c'est cadré. Belaïch sait donc qui il doit contacter pour venir le chercher et l'extraire de la prison. Et pour communiquer avec ses complices, il leur écrit tout simplement des lettres. En Italie, il n'y a pas de censure, c'est interdit. Donc on écrit et on ferme ses enveloppes. De simples lettres, certes, mais au langage codé. Je pouvais dire ce que je voulais, d'autant que nous, on a un langage qui est compréhensible que par nous. Pour vous donner un exemple, on pouvait se dire rendez-vous au 33, par exemple. Ça vous dit, ça parle à personne. Mais on sait qu'au Concorde de Lafayette, au 33e étage, il y a un bar. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça qui sont connues que par nous. Quand bien même cette lettre eût pu être interceptée, ça n'aurait pas eu de vraies conséquences. Deux complices français passent la frontière italienne sous un faux nom. Leur plan, faire évader Belaïch par les airs. Alors ils commencent par effectuer des repérages en se faisant passer pour de simples touristes auprès d'un pilote d'hélicoptère. Mais des touristes qui insistent pour survoler une prison, ça ne passe pas inaperçu. Mes amis voulaient absolument passer au-dessus de cette prison plusieurs fois, quoi. Et donc ça les a intrigués. Et le jour où cette évasion aurait dû avoir lieu, c'était la police qui était là et pas les gens de l'hélico. Premier plan et premier échec. Impossible de compter sur cet hélico pour cette évasion. L'équipe doit donc trouver un plan de secours, sans toutefois renoncer à la voie des airs, l'unique solution de s'échapper de cette prison aux allures de forteresse. C'est alors que surgit une idée extrêmement culottée. Il y a un hélicoptère de la Croix-Rouge qui survole Rome de temps à autre quand il y a un accident. Il suffit de suivre du regard pour savoir où il va se poser. Et donc il se posait à l'hôpital des Gemelli, là où le pape a été soigné après son attentat d'ailleurs. Direction l'hôpital où stationne l'hélicoptère de la Croix-Rouge pour prendre le pilote en otage. Une idée d'autant plus maligne que la Convention de Genève interdit de tirer sur les appareils de la Croix-Rouge. En Italie, le dimanche matin, c'est quelque chose de sacré. Il y a la messe et le repas familial du dimanche. Et ça, personne n'aurait eu l'idée de s'évader un dimanche. Il n'en reste pas moins qu'avec un hélicoptère de la police qui patrouille perpétuellement au-dessus de la prison, rien n'est joué d'avance. Et donc cet hélicoptère des carabiniers n'était pas là le dimanche. Voilà. Tout simplement. Donc on a trouvé vraiment l'ouverture, la seule ouverture qui existait. Et cette ouverture, les amis de Belaïch comptent bien en profiter. Même si le risque de se faire arrêter à leur tour, ou même d'y laisser leur peau, est loin d'être négligeable. Il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être des activités délictuelles ou criminelles et qui ont des liens forts entre eux. Et ces liens sont suffisamment forts pour se porter au secours de celui qui risque de passer des années en prison. C'est une sorte de solidarité importante qu'il y a entre eux. C'est pas une question de profit. C'est l'ami qui est en prison, on va le chercher. Voilà comment ça marche. L'opération est prévue pour le dimanche matin, le 23 novembre 1986, exactement. Ce jour-là, il a été convenu que le Français doit porter un pull rouge pour être plus facilement repéré. Le temps était gris, la promenade se vidait peu à peu. On a attendu, 5 minutes avant la fin de la promenade. Alors on était peut-être une dizaine. Et je me suis dit, c'est cuit, ils ne viendront pas. Et d'un coup, mais c'est très, très étonnant, un hélicoptère.
Il est arrivé d'au-dessus des murs comme ça, c'est magnifique à voir. Il est arrivé pratiquement à 10 mètres des murs. Le logo de la Croix-Rouge crée une véritable confusion. Un seul des surveillants réalise qu'il s'agit d'une évasion. Et il y a ce moment d'incertitude, et donc à ce moment-là, il s'est mis à tirer. Et l'hélicoptère s'est transformé en libellule, il est parti dans tous les sens, comme ça, pour éviter les balles, quoi. Les assaillants répliquent à la fusillade. Pour dissuader un peu sur le prison, il y a eu des échanges effectivement de coups de feu. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. C'était plutôt des coups de feu dissuasifs, ce n'étaient pas des coups de feu qui ont entraîné des blessures. L'extraction a duré 90 secondes. Cet événement a des allures d'inauguration. Alors qu'en France, plusieurs détenus se sont déjà fait la belle par les airs, André Belaïch, lui, est le premier à s'évader par hélicoptère en Italie. Mais rien n'est encore gagné. Une fois dans les airs, les fuyards vont encore devoir improviser. Et après, c'est là que tout se complique, c'est que vu du bas, tout est facile. Mais quand on est dans le ciel, il n'y a pas de panneau indicateur. Donc on ne savait plus où on était. Plusieurs voitures ont été placées par l'équipe pour continuer la cavale. Mais au dernier moment, André Belaïch décide de ne pas suivre ce plan. Et je leur ai dit non, les voitures c'est facile à prendre. On se pose n'importe où. Et donc il y avait un stade de foot. On s'est posé sur le stade de foot. En Italie, évidemment, un stade de foot, c'est toujours rempli, même si c'est un stade de football amateur, hein, évidemment. Et ils nous ont vu descendre avec cet hélicoptère, ils ont cru que c'était une attraction, ils se sont mis à applaudir. Ils n'ont pas pris au sérieux du tout. Tout ça révèle effectivement un déficit d'organisation. Les choses se sont passées un peu rapidement et avec peu de préparation. Ils prennent un risque là de se faire interpeller, c'est clair. Une fois à terre, les trois hommes braquent une voiture. On a pratiqué la théorie du lapin à ce moment-là. On a pris la voiture, on est parti dans un sens, on a repris une autre voiture, on est revenu sur nos pas. Le lapin brouille ses pistes comme ça. Et donc on a fait la même chose, et puis voilà, et puis on a disparu. Et après on a pris le métro et on est parti tranquillement. Les Français n'ont pas réalisé l'ampleur prise par cette évasion en Italie. On avait nos photos partout. Ma photo était à la une, elle faisait toute la page de tous les quotidiens, qu'on s'est rendu compte qu'on était tellement recherchés qu'on ne pouvait plus bouger, quoi. Même respirer dans cet appartement où on s'est caché devenait presque dangereux. Et là, il fallait prendre une décision, et la décision, elle est toujours dans l'improvisation. Je descends, je prends une bagnole et je rentre en France avec. Non seulement André Belaïch vient de réussir la première évasion par hélicoptère en Italie, mais en plus, il va parvenir à passer la frontière incognito alors qu'il est l'homme le plus recherché d'Europe. Oh, cette évasion, elle était assez spectaculaire, elle n'est pas d'une organisation absolument parfaite, il y a des parts d'incertitude, mais ça marche. Mais ça marche parce qu'il y a, je dirais, le culot. Le 13 décembre 1986, après 3 semaines de cavale, André Belaïch est arrêté en France avec le gang des postiches. Aujourd'hui, il est un modèle de réinsertion, même si cette évasion, il en parle encore avec passion. Vous renaissez à la vie, c'est quelque chose de fabuleux de se voir sortir du ventre d'une prison. Et donc c'est un moment inoubliable avec un bonheur incalculable. J'ai jamais rien rencontré de pareil. André Belaïch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de voir votre évasion italienne dans le reportage qui a été diffusé. On va passer à la France, puisque après vous êtes évadé d'Italie, vous êtes venu en France et vous avez passé 12 ans en cavale. Comment on vit pendant 12 ans en cavale? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On vit au quotidien, comme vous dites, voilà, il n'y a pas de projection sur l'avenir. On peut dire tout simplement que demain peut être le dernier jour et voilà, c'est une vie très compliquée, très difficile. Il n'y a pas de gens en cavale heureux. Voilà, ça veut dire qu'on est traqué en permanence? On est traqué dans sa tête. Et la meilleure manière de ne pas se faire arrêter, c'est de penser que la police a une boule de cristal et qu'elle sait tout sur vous. Et donc, vous ne commettez aucune erreur comme ça. En France, on l'a vu, vous avez vécu en cavale pendant 12 ans, puis vous êtes retourné en prison. Vous êtes retourné dans un quartier de haute sécurité. Et là, vous n'avez pas tenté de vous évader?
Pourquoi? J'ai toujours pensé que la meilleure évasion, c'était de sortir par la porte. Après m'être évadé, j'ai compris qu'il y avait une autre manière de s'évader. C'est de sortir par la porte. Ça veut dire attendre la fin de sa peine. Attendre la fin de sa peine. Mais pourtant, la première fois en Italie, vous vous êtes évadé. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas évadé avant. C'était une première fois. C'était une première fois. Il fallait tester pour savoir si ça valait le coup. Pas du tout, non. Je pensais que c'était dans l'ordre des choses. Puisque vous parlez de l'Italie, de votre évasion en Italie, c'est une évasion qui s'est faite par hélicoptère. Qui conduisait cet hélicoptère? Le pilote. Il y avait une personne à côté de ce pilote. Fatalement. C'était qui la personne à côté qui vous a aidé à vous évader? J'ai pas la mémoire des noms. Excusez-moi. Je peux vous aider? C'était François Besse? Non, c'est pas François Besse. Je veux dire si c'était vrai ou pas. Mais non, mais c'est une élégance du passé que je conserve quand même. De toute manière, tout le monde le sait, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. François Besse, c'est donc l'homme qui s'est évadé aux côtés de Jacques Messrine en 1978. Il faut dire que François Besse a l'habitude des évasions. Il s'était déjà évadé une première fois en 1971 de la prison de Gradignan. Quant à Jacques Messrine, eh bien lui, à 2 reprises, il s'était fait la belle alors qu'il était dans des prisons au Canada. Comment les deux hommes se sont-ils retrouvés, unis et se sont liés d'amitié alors qu'ils avaient toute l'administration pénitentiaire contre eux? Comment Jacques Messrine a-t-il lui aussi réussi à se faire la belle? Regardez. Quand 2 rois de la belle se rencontrent, il y a fort à parier que l'évasion n'en sera que plus spectaculaire. C'est l'histoire de François Besse et de Jacques Messrine. Quand on veut s'évader, on n'en informe évidemment personne. Un bon plan d'évasion est un plan secret. Mais Jacques Messrine, lui, ne fait rien comme tout le monde. Son intention de s'évader, il la proclame haut et fort. L'annonce officielle a eu lieu en mai 1977, en plein milieu de son procès. Il est arrivé un matin à l'audience, il s'est dénoué son foulard ou un truc comme ça, d'une façon spectaculaire. Il a jeté en face quelque chose, il a dit « Tenez, ce sont les clés de mes menottes ». Ce qui veut bien dire que le jour où j'aurai envie de partir, je partirai. Messrine va payer très cher cette provocation. Direction les quartiers de haute sécurité. Le lendemain, on le met au cachot. C'était un régime spécial où c'était plus que la privation pure et simple de liberté. Roger Nobel-Pise devait s'évader avec Messrine. Il connaît toutes les feintes que ce dernier a utilisées. Je l'ai croisé en prison. J'ai sympathisé avec lui. Il nous a tout de suite unis et soudés, c'est la révolte contre les quartiers de haute sécurité. Et puis après, on a fondé ensemble le syndicat des évadés. Celui qui réussit à s'arracher vient chercher l'autre. Facile à dire, car le but des QHS, quartiers de haute sécurité, c'est maintenir sous les verrous les récidivistes de l'évasion. Comme Jacques Messrine, mais aussi comme François Besse, un autre roi de la belle. Les 2 hommes vont mettre leur talent en commun pour réussir l'évasion impossible. On était en QHS à Fresnes ensemble, donc il y avait des tournantes tous les 3 mois, on se croisait, on se décroisait. Il faisait en sorte qu'on ne puisse pas monter une opération. Et donc on n'y croyait pas, on savait que c'était pas possible. Impossible de s'évader, sauf si le système sécuritaire a une faille. Et il y en a toujours une. En l'occurrence, une faille humaine. Et c'est là qu'entre en jeu un complice infiltré. Mérine m'a dit que c'était un surveillant qui adhérait à sa cause. Un surveillant est en train de fomenter une trahison au sein même de la prison. C'est quelqu'un qui est effectivement employé par l'administration pénitentiaire. C'est vrai que Jacques, il avait des fans. Un fan dans le camp des gardiens, Jacques Messrine n'en attendait pas tant. Mais quand toutes les autorités du pays se font un honneur de neutraliser le célèbre braqueur, cette aide sera-t-elle suffisante? Comment un seul homme pourrait-il libérer l'ennemi public numéro 1? Ce qui permet de l'aider à s'évader, c'est qu'il a des armes. C'est ce qui fait quand même ouvrir les portes, les armes. Hein. Le rôle du complice, qui ne sera d'ailleurs jamais identifié, est de faire parvenir à Messrine 3 revolvers et une bombe lacrymogène. Mais sa marge de manœuvre est serrée, car il ne peut opérer qu'à la prison de la Santé. Or, Messrine et Besse sont incarcérés à Fresnes. Roger Nobel-Pise devait être de la partie. Il nous révèle les subterfuges que ces prisonniers vont utiliser. Il fallait faire très très vite, il fallait arriver, donc il a fallu faire courir les bruits d'évasion sur Fresnes. Messrine et Besse prétendent qu'ils vont s'enfuir de Fresnes, et ça marche. La rumeur remonte jusqu'à la chancellerie, qui prend des mesures. Ils ont donc transféré Jacques à la Santé. Les gens qui s'évadent par le muscle, par la force, il y a des gens qui mettent le paquet, qui ramènent des bazookas. Mérine, on peut dire, il se situe sur un autre plan, qui est celui, effectivement, de l'intellect, de la manipulation des autres. Il est fort à parier que si il s'est retrouvé ce jour-là à la prison de la Santé, c'est parce qu'il le voulait.
Après un petit détour par Fleury-Mérogis, François Besse rejoint son complice à la Santé. Le projet est opérationnel. 8 mai 1978, jour J. Il est 9h30. Mesrine a rendez-vous avec une de ses avocates, Maître Giletti, dans le parloir de la prison. Brusquement, il saute sur la table, c'est-à-dire c'était une tablette qui nous séparait, et il se met à descendre une plaque qui se trouvait à peu près au milieu du plafond. Il a tiré là-dessus, c'est venu tout seul. Il s'est retrouvé avec des armes dans les mains et il a trouvé le temps de me baiser la main en s'excusant. Ça a été très curieux. Pendant ce temps-là, Besse a neutralisé les gardiens avec une bombe lacrymogène. Mesrine le rejoint et demande aux surveillants de se déshabiller. Les deux fuyards se déguisent alors en hommes de loi. Il m'a dit, de toute façon, même si je meurs en haut du mur, je mourrai en riant parce que je mourrai libre. Sombre prophétie, car quelqu'un va mourir. Quand ils ont été tous les deux sortis, Mesrine et Besse, en habit de maton d'ailleurs avec les armes, ils ont demandé à ceux qui étaient dans les cellules avoisinantes s'ils voulaient suivre et sortir. Et c'est là que Carmine Rive est sorti. Mesrine, Besse et Rive se dirigent vers le mur d'enceinte et profitent d'une échelle de travaux en cours pour enjamber ce dernier obstacle vers la liberté. Entre-temps, l'alerte est donnée et les renforts arrivent. Des coups de feu sont échangés. Rive y laisse sa peau. Besse et Mesrine, eux, courent et braquent un automobiliste. Ils m'ont dit tu sors de là-dedans. Mais je savais pas que c'était des gangsters. J'ai dit, où c'est que tu le crois, toi? Où c'est que t'en es? Il me dit, sors de là tout de suite. Je lui ai dit, mais t'es complètement chavrac, toi, non? Parce qu'il sait que c'était des gangsters, je lui filais la porte dans la gueule et puis je m'attirais, quoi. Mais moi, je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Je suis resté au QHS de Fresnes, donc on a appris par la radio. L'ennemi public numéro 1 est, depuis ce matin, en liberté. Je suis un petit content, c'était un petit peu l'évasion. C'est comme c'est devenu, Mesrine est devenu un peu le Schumacher des détenus, quoi. Tout le monde applaudit. Ça a défoulé ceux qui étaient enfermés, et ceux qui ne faisaient rien, et ceux qui n'espéraient plus, et ceux qui savaient, comme moi et comme tant d'autres, que l'évasion était impossible. Elle a rendu possible ce qui n'était pas possible. Voici maintenant la dernière évasion d'un autre roi de la belle, Bruno Soulac. Bruno Soulac, c'est le voyou de tous les clichés. Gentleman cambrioleur, Robin des Bois, Arsène Lupin, séducteur à toute heure et évidemment, roi de l'évasion. C'est assez remarquable quand même. Il a réussi à se mettre dans la poche un surveillant de prison et un sous-directeur, au baratin. Plus que ça, ils ont accepté d'aller rentrer ce matériel dans la prison, jusque dans la cellule de Bruno Soulac. C'était n'importe quoi. C'était une bande dessinée. On assiste quand même à un type d'évasion qui est tout à fait extraordinaire et qui est nouveau et qui ne se reproduira jamais. Son évasion, c'était une histoire comme on en raconte dans un film ou dans un livre. Mais pas uniquement son évasion. Toute la vie de Bruno Soulac semble tirée d'un roman. À l'époque, le braqueur numéro 1, c'était le type qui avait attaqué Cartier à Cannes, en chaussures de tennis, avec sa raquette. Il avait attaqué les plus grandes bijouteries à Paris. C'était un type qui avait les mains propres. C'est pas n'importe quel gangster. Pour un peu, il ferait le baise-main à la bijoutière avant de lui braquer les bijoux. Celui-là, quand même, ça a été, dans ma carrière de policier, ça a été une figure particulière. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un bandit. C'est un aventurier au sens vrai du terme. Alors qu'il a passé une bonne partie de sa carrière à le traquer, l'ancien chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé, un des plus grands flics de France, a compris qu'il avait affaire à un personnage hors du commun. Il m'appelait à chaque fois qu'il faisait un coup. Donc il m'a donné 2 rendez-vous auxquels il n'est pas venu. Après il m'a appelé, il m'a dit ouais je t'ai vu, t'étais là, mais j'ai pas osé venir parce que je me suis dit... je lui ai dit qu'il avait bien fait. Et la deuxième fois, je suis allé tout seul, sans prévenir personne d'ailleurs. Et là, j'avais bien envie qu'on discute, quoi. Je l'aurais pas arrêté en tout cas. Mais quand Bruno Soulac est rattrapé en février 1984, l'administration pénitentiaire a la ferme intention de mettre un terme au jeu du gendarme et du voleur. Comme le braqueur s'est déjà évadé lors d'un transfert chez un juge d'instruction, ce sera le juge qui viendra désormais à lui, en prison, pour lui poser des questions. Une mesure exceptionnelle. Il avait un régime quand même assez lourd, assez différent du détenu lambda, puisque pour l'administration pénitentiaire, c'était quand même quelqu'un qui représentait une bombe à retardement. Un jour ou l'autre, il essaierait de se faire la belle. Cette fois-ci donc, pas de barreaux aux fenêtres pour ne pas qu'il puisse les scier comme à la prison d'Albi en 1980. Plus de complices non plus, car son ami Jovanovic, qui a voulu l'extraire de la prison de Gradignan par les airs, a été abattu. Soulac rejoint la plus grande prison d'Europe, Fleury-Mérogis. Les bijoutiers peuvent enfin dormir tranquilles.
Le principe, on ne s'évade pas de Fleury. C'est une prison tellement immense. Enfin, c'est pas une prison normale, quoi. Il faut une boussole, déjà. Pour s'évader de Fleury, on se dit c'est pas possible. Mais les cellules, les barreaux, les verrous et les armes ne peuvent rien contre l'atout majeur de Soulac, la séduction. Bruno Soulac est incarcéré, il est en préventive. Il cherche un moyen, 1 ou 10 moyens, de s'évader. Et il rencontre Thierry Snitter. Thierry Snitter, c'est un sous-directeur de la prison de Fleury-Mérogis, dont il dirige un des bâtiments. Il a 600 détenus sous sa responsabilité, dont Bruno Soulac. Thierry Snitter, c'est un intellectuel, un étudiant parfait. Il est bien sous tout rapport. Enfin, Bruno Soulac a peut-être eu de la sympathie, j'en sais rien. En tout cas, il a vu un moyen que quelqu'un l'aide à s'évader. Il y avait un travail psychologique. C'était quelqu'un qui connaissait très bien la nature humaine. Dans les contacts qu'il a eus avec le sous-directeur Snitter, je pense qu'il a vu qu'il y avait peut-être une faille qu'il a exploitée. Thierry Snitter racontait à quel point il avait eu un choc en rencontrant Soulac et comme il avait envie de lui ressembler, d'être comme lui. À mon avis, c'est une proie facile pour monter un plan. Bruno Soulac a trouvé le meilleur complice pour une évasion parfaite, un directeur de prison. Dans la combine aussi, Marc Medge, un jeune surveillant stagiaire ami de Snitter, qui est aussi tombé sous le charme du grand voyou aventurier. Alors le plan initial, c'était que Snitter lui ouvre la porte de sa cellule, puisqu'il avait les clés. Donc c'est quand même le sous-directeur qui vient chercher un mec dans sa cellule. Entre-temps, Medge aurait placé des explosifs sur les barreaux de la cellule de Bruno. Explosifs qui étaient destinés à exploser par la suite pour faire croire à une évasion de la cellule par l'extérieur. Donc ça, c'était pour une espèce de leurre. Jour J, le 18 mars 1985, pendant la nuit, Bruno Soulac quitte sa cellule ouverte par le sous-directeur de la prison. Il traverse en courant les longs couloirs du dédale de Fleury-Mérogis. En sa possession, un talkie-walkie pour communiquer avec ses complices à l'extérieur et surtout les clés nécessaires pour ouvrir toutes les portes sur son chemin. Quelques minutes le séparent de la liberté lorsqu'il tombe sur un obstacle imprévu. 2 surveillants qui ne sont pas sur leur chemin de ronde habituel. Ces 2 surveillants qui passaient par là avaient besoin d'aller se chercher un café à la machine à café. Celui-là, c'est à ce moment-là caché dans un placard. Tout n'est pas encore perdu. Dès que les gardiens seront repartis, le fuyard reprendra sa course. Ils ont entendu le crachotement du talkie-walkie. Ils ont ouvert la porte. Bruno Soulac a dit aux surveillants, écoutez, je suis un policier en mission. Il a joué le tout pour le tout. Et à partir de là, le problème, c'est qu'on n'a plus que la version des surveillants. Bruno Soulac passe par la fenêtre du 2e étage et s'écrase sur le béton. Une chute fatale. C'est la dernière évasion, puisqu'il en meurt. Et donc là, on peut dire qu'il s'évade définitivement dans un autre monde. Bruno Soulac est mort, mais que s'est-il passé? A priori, il semblerait qu'il ait voulu sauter par la fenêtre et que les gardiens aient essayé de le retenir. Simplement pour pas qu'il se sauve et qu'ils sont restés avec son blouson à la main. Les fans de Soulac sont sous le choc et ne veulent pas y croire. Sportif, ancien parachutiste, le voyou aventurier avait déjà sauté de plus haut. On a porté plainte contre X parce qu'on a estimé que Bruno avait été assassiné. Imaginez l'impact, si l'évasion avait réussi, c'était l'ennemi public numéro 1, c'était le roi de l'évasion. J'ai pas eu les preuves pour démontrer ce que j'avançais. Je sais que j'ai raison. Je sais qu'il s'est passé quelque chose et qu'on ne nous l'a pas dit. L'enquête conclut à un accident. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment 2 surveillants ont-ils ainsi pu se rendre complices de cette évasion? Contre une promesse de 4 millions? Myriam Abric connaissait bien Thierry Snitter, avec qui elle a fait ses études. C'est pas pour l'argent, parce que ça l'intéressait pas l'argent. Et ensuite, parce qu'on n'a jamais su si Soulac lui avait proposé de l'argent. Soulac l'avait convaincu de l'inutilité de son maintien en détention. C'était vraiment un jeu d'amitié. C'est vraiment une histoire de grand voyou avec un garçon incapable de gérer la situation. La dernière évasion de Bruno Soulac est un traumatisme aussi bien pour ses proches que pour les policiers. Ça m'a fichu un coup, parce que je pense qu'il était devenu quelqu'un de récupérable pour la société. Un traumatisme aussi pour les 2 fonctionnaires complices. Medge a sombré dans la délinquance et Snitter dans la dépression jusqu'à se donner la mort. Je pense qu'on était à 2 doigts de l'évasion parfaite et surtout, on était à 2 doigts d'une évasion très très originale. Repose en paix, Bruno. Pour
réussir une évasion, il faut parfois qu'elle soit plus explosive. C'est l'histoire de Patrick Brice. 1987. Après 4 années de recherche, la police met enfin la main sur Patrick Brice. Il n'a jamais versé une goutte de sang, mais avec plusieurs évasions à son actif et une trentaine de hold-up, il ne peut espérer aucune clémence de la part des juges. Pour Patrick Brice, la prison n'est plus un passage, la prison, c'est une impasse. Je me levais en pensant à l'évasion, je me couchais en pensant à l'évasion et je mangeais en pensant à l'évasion. Avec le procès qui s'ouvre, l'heure des comptes a sonné. Et déjà Patrick Brice va essayer de s'évader du palais de justice. Comment? Grâce à Laurence, une jeune femme ordinaire qu'il a rencontrée pendant sa cavale. Une complice qui va aller jusqu'à cacher des armes sous le banc des accusés. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais on vit dans un monde extrême. Les sentiments sont extrêmes, les actes sont extrêmes. Et on ne peut pas vivre en marge avec une femme qui ne partage pas sa vue des choses, quoi. Mais le risque ne paye pas. Le projet d'évasion est découvert, 8 mois de prison pour Laurence et 33 ans pour le gentleman cambrioleur. Un verdict qui ne fait que nourrir son obsession de la fuite. J'avais 33 ans de prison. Si on voulait se revoir un jour faire un enfant, il n'y avait qu'une solution, c'est l'évasion. Et Laurence est bien d'accord. Sitôt sortie de prison, elle retourne au front. Objectif, faire évader son homme de la prison de Rennes. Nous sommes en 1989. Laurence a toujours assumé ses années de prison. C'est un choix qu'elle a fait. Si elle voulait me revoir, il fallait que je m'en aille. Et je pouvais m'en aller qu'avec son aide. Donc c'était vite fait, quoi. L'administration pénitentiaire connaît la propension de l'homme à s'évader et prend donc ses mesures. Il est étiqueté DPS, détenu particulièrement signalé. Un traitement ultra sécuritaire destiné à tuer dans l'œuf tout projet d'évasion, mais qui n'atteint pas l'effet escompté, bien au contraire. 33 ans de prison, c'est la perpétuité, c'est la mort. Donc il n'y a pas d'hésitation, on s'en va. Mais hors de question de le laisser s'échapper encore une fois. Direction donc le quartier d'isolement. Car on ne s'évade pas de cette prison dans la prison. D'autant qu'à Rennes, les cellules en question sont particulièrement inviolables. Contrairement à beaucoup d'autres prisons, le quartier d'isolement de la maison de Rennes était au cœur de la prison. Au centre, assez loin des murs d'enceinte. Le mur d'enceinte, c'est celui qui donne sur l'extérieur, la liberté. Et là, il est à 25 mètres de la cellule de Brice, une distance rédhibitoire pour une évasion. Mais cette inflation sécuritaire va s'avérer vaine. Pour la première fois, Patrick Brice décide de faire exploser toutes les portes qui le séparent de la liberté. J'avais les moyens d'avoir explosif, mais j'en avais jamais vraiment utilisé. Et on ne s'improvise pas artificier. C'est alors de la façon la plus inattendue que Patrick Brice va prendre des cours accélérés. C'est en lisant la revue Science et Vie, qui était gracieusement mise à disposition par la bibliothèque de la prison, que j'ai appris le maniement des explosifs. Le numéro de février 1989 traite effectivement du sujet. Mais comment se débrouiller pour introduire une bombe derrière les barreaux? Pour faire entrer l'explosif, il y avait deux solutions. La plus traditionnelle, le parloir. Traditionnelle, mais périlleuse. Pourtant, Laurence est toujours prête à tenter le tout pour le tout. C'était quasiment impossible, j'étais extrêmement fouillé. Laurence était fouillée à l'entrée. Il y avait des risques pour elle, il y avait les détonateurs à faire rentrer, il y avait beaucoup de choses. Il m'aurait fallu plusieurs parloirs, il aurait fallu le stocker trop longtemps en cellule, il risquait d'être découvert. Exit le parloir. Dès lors, quelle solution lui reste-t-il? Patrick Brice va mettre en place un plan aux antipodes du traditionnel. Pour faire rentrer les explosifs, l'idée c'était de faire balancer le matériel par-dessus le mur d'enceinte de la prison pour qu'il tombe dans le terrain de sport. 7 mètres séparent le mur d'enceinte du terrain de sport. Une distance suffisante pour qu'un homme athlétique puisse lancer la tiraille. Seulement voilà, Patrick Brice n'a pas accès à ce terrain de sport car il est à l'isolement. Mais une autre solution se dessine. J'avais de la chance parce que ma cellule tombait directement sur le terrain de foot intérieur de la prison, sur le terrain de sport. Une chance toute relative, comment récupérer des explosifs à travers les barreaux d'une cellule? Patrick Brice a bien le début d'une idée. Il y a toujours des détritus, des détritus lancés par les fenêtres, c'était plein de rats. Et comme c'était un revêtement relativement roulant, donc c'était du macadam, du ciment, j'ai pensé faire une maquette de rats. Fabriquer un petit engin mécanique que le détenu descendrait grâce à des fils et ainsi récupérer le paquet d'explosifs, dire que l'idée est farfelue est un euphémisme. J'ai fait une petite charrette avec le moteur de radiocassette à pile, avec des roues, avec des bouchons de bouteilles d'eau minérale. Et je le guidais, j'ai fait rentrer du fil de pêche
donc au parloir, et je guidais mon rat avec les fils de pêche. Je tirais à droite pour aller à droite et à gauche pour le faire aller à gauche. Et avec le fil de pêche, on a mis des hameçons, on est du rat. Tous ces ustensiles sont dissimulés dans le poste de radio, une cachette plutôt sûre, mais un surveillant zélé pourrait découvrir le poteau rose. Momo était toujours soupçonneux. Il avait senti que quelque chose se préparait. Et donc, il y a eu une fouille de cellules. Le surveillant saisit le poste et commence à l'examiner sous le regard anxieux de Patrick Brice. Son plan est sur le point d'être découvert. Là, bon, on est détaché, on ne peut plus rien faire. Donc, de toute façon, ça passe ou ça casse. Les quelques minutes semblent des heures. Brice ne doit absolument rien laisser transparaître. Mon poste qui était sur son bureau, il l'a démonté devant moi. Il y a un petit peu de matériel dedans et il ne s'en est pas perçu. On dépend toujours d'un aléa quelconque, quoi. Il y a toujours des moments où on ne maîtrise plus quelque chose. Par chance, ça a passé. Plusieurs jours durant, le fuyard s'entraîne à diriger le sommaire petit engin mécanique censé récupérer le matériel. La nuit précédant l'évasion, le complice extérieur entre en action. On m'a lancé le matériel dans un filet, vous savez, les filets à provision, là, à maille. J'ai envoyé mon rat sur le filet. Au deuxième essai, je crois, il a attrapé les mailles du filet. Et après, j'ai tout retiré. L'unique témoin de ce tour de passe-passe est le détenu avec qui Brice va s'évader. Mais Pierre-Noël Pantalacci est décédé quelques mois plus tard lors d'un braquage. Alors, l'administration pénitentiaire affirmera toujours que le matériel est rentré par les parloirs. Quoi qu'il en soit, nous sommes à quelques heures de l'évasion et le détenu a pu récupérer les explosifs et une arme sans encombre. Dès l'instant qu'on est sur une opération ou des actes comme ça, on pense à amener à terme le truc. Donc l'état d'esprit, c'est les oreilles qui écoutent pour savoir si le surveillant arrive pour sa ronde. Mais nous, on est complètement déconnectés. Hein. Le temps est compté. Jour J, à l'extérieur, Laurence attend les deux candidats à l'évasion. Son homme et un autre détenu, Pierre-Noël Pantalacci, qui préparent leur fuite. On avait de la peintrite à l'époque, bon, c'est un explosif comme un militaire, hein, c'est très puissant. On est sorti en promenade, comme tous les dimanches matins. L'évasion doit se jouer en 3 temps. Premier objectif, faire sauter la porte qui mène au Mirador. La cour de promenade est encaissée au milieu des ailes de la détention. Donc les vitres des cellules ont volé en éclats, la vitre du Mirador a volé en éclats, et la porte s'est ouverte. Deuxième étape, rejoindre le toit des cuisines en passant par le Mirador. On a fait sauter la porte de ce Mirador. On s'est retrouvé sur le toit des cuisines, et du toit des cuisines, on a sauté dans le mur d'enceinte. Il faut aller très vite, car les surveillants ont pour ordre de tirer sur les fuyards. Je suis passé en premier, je me suis pendu, j'ai fait attention parce que c'était assez haut. Pierre Noël n'a pas fait attention, il a sauté, il s'est cassé une jambe à ce moment-là. Si Brice attend son complice, il met gravement en péril son évasion. Et il n'a pas le temps d'hésiter. Je l'ai pris sur mon dos jusqu'à la porte d'entrée, enfin pour nous de sortie de la prison, la porte principale, quoi. Et là, on est tombé nez à nez avec les surveillants. Brice les menace alors avec une grenade. Pendant que moi, je tenais en respect les surveillants qui arrivaient. Donc, Père Noël est descendu de mon dos, il a été à cloche-pied jusqu'à la serrure de la porte principale. Et il a mis une charge explosive dessus, il l'a fait sauter. Le blindage de la dernière porte est des plus résistants. Il n'y a aucune assurance que l'explosion y ait ouvert une brèche. Et par contre, la porte, c'est pas ouverte, c'est juste entrebâillé de ça. Le dernier obstacle est plus solide que prévu. Donc jusqu'au dernier moment, moi, j'avais bien vu la serrure voler, mais j'étais pas sûr que la porte était ouverte. Et on l'a poussée avec le doigt, elle s'est ouverte. À quelques mètres de la prison, Laurence attend les deux évadés dans une voiture. L'itinéraire de fuite est parfaitement organisé. En quelques heures, le trio rejoint un petit havre de liberté. Ah là, là, après, c'est fini. Là. On est plus concentré sur l'action. Donc là, on est les rois du monde. Là. Il n'y a plus rien peut nous arrêter. À l'époque, j'étais jeune. Hein. Vous sortez, il y a le soleil, il y a votre femme qui vous attend. La vie est devant nous.
Maître Gonin, bonsoir. Vous êtes l'avocat de Patrick Brice. La question qu'on a envie de se poser après avoir vu ce reportage, tout d'abord, c'est cette histoire de rat mécanique. On a un peu de mal à y croire, franchement. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oh, Patrick Brice n'a jamais raconté de sottises, donc il n'y a pas de raison qu'il commence aujourd'hui par en raconter. C'est juste l'exemple que pour sortir de prison, parfois il faut très peu de choses, mais il faut des choses très originales. C'est pas la première fois que Patrick Brice essayait de s'évader. Il a tenté à plusieurs reprises de se faire la belle. Oui, vous dites faire la belle, pour moi c'est vraiment se faire la misère, parce que... Pourquoi se faire la misère? Se faire la misère, parce que se faire la belle c'est beau, se faire la belle. Alors que l'évasion c'est de toute façon un échec. C'est retrouver la liberté quand même. Très peu de temps. Après, vous allez vous retrouver dans un monde qui est soi-disant libre, mais vous êtes enfermé dans ce monde-là. C'est pas le vrai monde, c'est le monde où vous êtes obligé de vous cacher, c'est le monde où vous êtes obligé d'avoir énormément d'argent pour pouvoir survivre. C'est le monde dans lequel vous êtes obligé de commettre de nouvelles infractions pour avoir de l'argent. Et c'est le monde qui vous ramène bien évidemment à la prison. Qu'est-ce qu'il devient, Patrick Brice, aujourd'hui? Patrick a repris une vie qui aurait dû normale, qui aurait dû être sa vie à lui normalement. Il n'était pas du tout prédestiné à faire ce qu'il a fait. Il va bien et on est tous contents qu'il aille bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons maintenant évoquer le cas d'Antonio Ferrara, dit Nino. En 1998, il est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis quand il simule une grave maladie afin d'être transporté dans un hôpital de Corbeil-Essonnes. Là, plusieurs hommes à lui l'attendent, ils parviennent à le faire libérer. Pendant 4 ans, 4 longues années, il sera ensuite recherché par toutes les polices de France. Une fois arrêté, il est incarcéré à nouveau sous haute surveillance à la prison de Fresnes. Et là, c'est un véritable commando qui va s'attaquer à l'administration pénitentiaire. C'est quasiment du jamais vu. Regardez, c'était le 12 mars 2003. Antonio Ferrara est réputé comme très dangereux. Antonio Ferrara, malfaiteur récidiviste de l'évasion et auteur de nombreux braquages. Spécialiste de l'attaque de fourgons blindés et as de l'explosif, Antonio Ferrara est un précurseur. C'est le premier voyou de banlieue à être adoubé par le milieu du grand banditisme. Et surtout, c'est lui qui va inaugurer en 2003 une toute nouvelle façon de s'évader. C'est une évasion menée de manière quasi militaire. 10 hommes très fortement armés ont fait sauter les portes de la prison de Fresnes la nuit dernière pour faire sortir Antonio Ferrara. L'attaque de la maison d'arrêt de Fresnes, c'est un peu l'attaque des Indiens contre la forteresse. Il faut considérer ça comme une opération de guerre. La technique et la tactique qui ont été pratiquées par les assaillants étaient celles de guerriers. C'est quand même le commando armé qui arrive, qui fait sauter le truc, qui rafale. C'est les bandits qui attaquent la prison pour faire sortir un de leurs amis. Pour l'administration pénitentiaire, il y aura désormais un avant et un après 12 mars 2003, le jour de l'évasion d'Antonio Ferrara. Mais l'évasion de Ferrara, c'est simple entre guillemets. Hein. On est quand même dans l'attaque commando, pas dans la finesse quoi. En effet, le plan tient en quelques mots, faire sauter toutes les portes qui séparent le détenu de la liberté. On peut toujours tout imaginer, mais il faut la concrétiser, cette opération. Et là, il n'y a pas beaucoup de voyous qui sont capables de mettre en place cette opération de guerre pour délivrer un des leurs. Dans le scénario de l'évasion, la distribution des rôles s'impose rapidement. Les spécialistes des explosifs, comme le Corse Dominique Battini, s'occupent d'abattre les portes qui mènent jusqu'à Ferrara. L'Italien, quant à lui, doit éventrer sa cellule avec une bombe faite maison pour rejoindre le commando. Mais comment ce prisonnier ultra surveillé, confiné à l'isolement, pourrait-il se procurer les outils nécessaires? Donc il lui faut quand même du plastique, il lui faut... Donc là forcément il faut des complicités, hein. Le pain de plastique il n'a pas été apporté par un pigeon voyageur et largué dans la cour. En Ferrara, il est à l'isolement, seul. Ses seuls contacts, ses avocats, les matons. Donc forcément il a demandé à ses complices à l'extérieur de tamponner un maton que lui il avait senti malléable, on va dire, pour basculer dans la force obscure et aider Nino à s'échapper. Ce surveillant tamponné, c'est-à-dire approché à l'extérieur par la bande de Ferrara, c'est Ossine Crozis.
Son rôle, introduire des explosifs et des détonateurs dans la cellule d'Antonio et lui procurer un téléphone. Pourquoi le téléphone? Eh ben, pour se mettre vraiment à niveau horaire avec les voyous et pour donner le top. Vous savez tout, comment ça se passe, top départ, fait péter. Mais ce top départ ne peut être donné qu'à une seule condition. Ferrara ne doit pas être dans sa cellule habituelle. Car ce qui rend cette opération possible, c'est une faille bien spécifique de la prison de Fresnes, l'emplacement du quartier disciplinaire. C'était malin, parce que le quartier disciplinaire était positionné, si vous voulez, au sein de l'établissement, à proximité d'un mur d'enceinte. Plus la cellule est proche du mur d'enceinte, qui donne sur l'extérieur, moins il y a d'obstacles à franchir, donc de portes à faire sauter. L'objectif, rejoindre alors le quartier disciplinaire. Il fallait quand même que Ferrara soit dans la bonne cellule, puisque tout repose sur l'endroit où il va se trouver le jour J. Le stratagème a été le suivant, c'est qu'il s'est agi pour lui de créer une embrouille à un moment donné pour qu'on le sanctionne, sachant que cette sanction allait être son transfert dans l'un des lieux les plus proches du mur d'enceinte de la maison d'arrêt. L'embrouille prévue, la voici. Après la visite d'un de ses avocats au parloir, le détenu doit être minutieusement fouillé. Normalement, une routine. Mais la veille de l'évasion, Ferrara s'oppose à cette procédure. C'est hyper touchy, si tu veux, donc il refuse une fouille, je crois, au parloir avocat pour aller au mitard. Mais voilà, imagine que ce jour-là, je sais pas moi, le chef de la détention dit « Bon, allez Antonio, ça va, tu vas retourner dans ta cellule ». L'évasion, elle est morte. Mais le stratagème fonctionne. Direction le quartier disciplinaire et plus particulièrement la cellule numéro 9, la plus proche du mur d'enceinte. Ce transfert qui devait être une sanction va être une aubaine. 12 mars, 4h15 du matin, pleine nuit. Des voitures arrivent devant la porte. Ils se garent en vrac sur la chaussée. Le surveillant posté dans le Mirador numéro 3 est interpellé par ce bruit. Donc après, moi, je suis sorti. Et là, j'ai bien vu des personnes qui étaient cagoulées, donc qui n'étaient pas normales. J'en ai vu 3. Donc il y en a 2 qui sont partis, il y en a un qui s'est arrêté, qui m'a regardé, qui m'a tiré dessus directement. Pour tirer sur les Miradors, ils tirent avec des Kalachnikov. La Kalachnikov, c'est un fusil d'assaut. C'est une arme qui était utilisée et qui est toujours utilisée pour attaquer des fourgons blindés. Pendant ce temps-là, d'autres membres du groupe s'attaquent à la porte de la prison. Non pas la porte principale, mais une porte de service à l'arrière du bâtiment. Les mecs qui sont dans la rue, les voyous, au lance-roquettes, ils visent la porte. Blum, la porte explose, ça fait un trou de 60 sur 90 qui leur permet de pénétrer au sein de la première enceinte de sécurité. Durant ces quelques minutes éclairs, une partie du commando pénètre dans le chemin de ronde pour plastiquer la seconde porte. Pendant ce temps, les autres continuent de tirer sur les Miradors 3 et 4. Les policiers, quand ils ont fait leur enquête, ont constaté 80 impacts de balles sur les Miradors. C'est énorme. C'est du mitraillage. Bon, au début, c'est un peu de panique, de la peur. En un quart de seconde, soit on se maîtrise, soit on est pétrifié. Et après, donner l'alerte et puis prendre son arme. Moi, j'ai tiré sur une personne qui me tirait dessus. Non, on pense pas là-bas. Hein. On pense à faire Moi, je pensais à faire mon métier, à savoir qu'il ne rentre pas à l'intérieur. Mais à l'intérieur, l'équipe continue à progresser. Pendant que certains tirent sur les Miradors, un autre groupe va sur la deuxième porte en fer et pose un pan de plastique. Deuxième explosion pour ouvrir la porte qui donne accès à la cour intérieure. Mais le plan ne se déroule pas exactement comme prévu et Dominique Battini est grièvement blessé lors de la seconde explosion. Antonio Ferrara, il a des vrais potes, des vrais amis qui sont prêts, encore une fois, à mourir pour lui. La preuve, c'est qu'il y en a quand même un qui va laisser un œil en faisant sauter la porte de la maison d'arrêt de Fresnes à l'explosif. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter un commando si déterminé. Maintenant qu'ils sont dans la cour intérieure de Fresnes, ils doivent récupérer Antonio Ferrara. Parallèlement à ça, Ferrara avait en sa possession des explosifs et un téléphone. Comme ça, lui, quand la première porte a explosé et la deuxième, il a fait péter les barreaux de sa cellule. Donc ce qui fait qu'il était au rez-de-chaussée, il a explosé le mur, il a pu sortir donc de sa cellule et après rejoindre ses complices qui continuaient à mitrailler
les miradors et s'enfuir à bord de véhicules volés. Ils repartent avec les gyrophares pour simuler le convoi de police. Bon, ça c'est un peu le grand classique de l'attaque commando en France. Il va falloir semer les policiers. Mais là aussi, la bande de Ferrara a tout prévu. C'est une opération qui est super bien menée. Il y a une préparation énorme autour de ça. Les individus, quand ils arrivent à l'extérieur, avant de faire exploser la porte extérieure au lance-roquettes, à quelques centaines de mètres de là, dans le quartier, ils incendient des voitures. Le but, c'est de déplacer les forces de police et les pompiers sur ces incendies de voitures. Pendant que les policiers sont là, ils ne sont pas ailleurs. En quelques minutes, la prison de Fresnes s'est transformée en forteresse attaquée. Le commando laisse derrière lui un véritable champ de ruines. Ça a été ça surtout le choc de cette évasion, quoi. C'est qu'un commando ose s'attaquer à une prison. La police a arrêté hier soir à Paris l'un des détenus les plus recherchés de France qui s'était évadé de la prison de Fresnes en mars dernier. Il s'agit d'Antonio Ferrara. Rattrapé après quelques mois de cavale festive, Ferrara est aujourd'hui le prisonnier le mieux gardé du pays. Ferrara, jusqu'à son dernier souffle, essaiera de s'échapper. C'est obligatoire.